Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La FinTech UK qui explose les scores. Jean-Marc Nourel, Country Manager chez Checkout à Paris. Le but à la base a été de faire de Checkout quelque chose de grand. Et je pense que c'est important de le préciser et de même passer un message à ceux qui vont t'écouter, c'est que quand on monte une boîte, qu'est-ce qu'on veut en fait ? Je prends souvent l'exemple de est-ce qu'on veut monter une boulangerie dans un village, avoir les 300 personnes en tant que clients et pouvoir rentrer chez soi, ou alors est-ce qu'on veut vraiment conquérir le monde, avoir des franchises un peu partout ? Donc il y avait une vision planétaire. Il y avait déjà une vision qui était en effet une vision grande et forte. Jean-Marc nous raconte l'histoire de Checkout, créé en 2012 au Royaume-Uni et qui est aujourd'hui non seulement rentable, mais qui a acquis le statut de licorne en étant à ce jour valorisé 15 milliards de dollars. Checkout est présent dans 19 pays dont les États-Unis et compte désormais 1500 collaborateurs. Il nous explique comment cette scale-up est parvenue à s'implanter dans le paysage européen et comment les développements se sont opérés. Nous comprenons que la croissance des 7 premières années de la vie de cette entreprise a permis le développement du produit, de confirmer le business et de préparer le passage à l'échelle à partir de 2019. Avec soin et clarté, nous revenons sur les différentes solutions intégrées dans une API unique comprenant la passerelle de paiement, le fraud monitoring, le processeur ou encore l'acquéreur. Ceci permet à Checkout d'être très précis sur les données remontées aux marchands, permettant ainsi de faire grimper les taux d'acceptation des transactions pour aller vers des scores de 98 à 99%. Nous décryptons également la stratégie de croissance externe et notamment au travers du rachat et de l'intégration de Process Out. Bien entendu, il est question de la 3e levée avec le fonds Tiger de 450 millions de dollars. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de t'être rendu disponible C'est normal. Aujourd'hui pour ce petit café, ce petit déjeuner sympathique pour nous parler de Checkout. Est-ce que je peux te demander de te présenter et en fait nous expliquer ton expérience entrepreneuriale, enfin voilà, tout ton passé et comment tu es repassé en fait de l'entrepreneuriat au salariat. C'était intéressant. Bien sûr. Donc je suis Jean-Marc Nourel, je suis le Country Manager pour Checkout.com en France. Et pour répondre à ta question, mon expérience en fait... J'ai déjà maintenant quelques années dans le paiement, on va dire. Et avant ça, j'ai eu une autre vie, voire plusieurs autres vies. J'ai travaillé notamment dans le secteur informatique. En sortant d'études, en fait. Donc, je suis passé par des boîtes comme HP ou Tech Data, qui est un distributeur informatique pour les professionnels. Et suite à ça, je me suis lancé en fait dans l'entrepreneuriat, où à l'époque, j'ai lancé en fait une plateforme de crowdfunding pour les étudiants, pour leur permettre de collecter de l'argent. Alors le concept de base, c'était collecter de l'argent pour financer leurs études. Et comme finalement, en fait, les utilisateurs décident eux-mêmes de comment ils veulent utiliser la plateforme, généralement, en fait, c'était surtout pour collecter de l'argent pour des projets annexes ou éventuellement faire des années de césure ou des choses comme ça, donc pour financer ce genre de projet. Donc j'ai fait ça quasiment pendant 2 ans à l'époque du boom du crowdfunding en France, les Ulule, les KissKissBankBank et compagnie. Et je suis rentré dans le paiement par ce biais, puisque pour cette plateforme, je devais intégrer du paiement. Avec mon cofondateur à l'époque, on avait décidé d'intégrer une toute jeune solution qui s'appelait MangoPay. Et c'est comme ça donc qu'à l'époque. C'est le lien. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai rencontré notamment Céline Lazorte et Pierre Lion. Et 2 années plus tard, je les ai rejoints pour les aider à développer les activités et les aider à aller plus loin. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a plein de choses dont on peut discuter sur Checkout parce que c'est quand même une super belle success story. Il y a un des points avant qu'on avance et qu'on découvre vos solutions dont j'aimerais que tu nous parles, c'est l'écosystème au UK et ses spécificités. J'en ai pas encore trop parlé sur mon podcast, donc je voulais juste que tu nous en dises un petit mot et puis nous expliquer quel est cet environnement-là et puis finalement comment les fintech travaillent les unes avec les autres et comment se positionnent-elles vis-à-vis de la FCA. Ouais. Alors, déjà pour donner un petit peu de contexte, donc Checkout existe depuis 2012, on pourra sûrement y revenir sur l'historique de la boîte, mais en fait, notre siège social et notre HQ en fait est basé à Londres. Donc, le Royaume-Uni est pour nous historiquement en fait un marché sur lequel on est présent. Et la relation, je dirais, qu'on a avec ce marché en fait est très forte à différents titres.
Premièrement, en fait, c'est un très gros marché, e-commerce déjà. On parle de plus de 100 milliards, même plus de 108 milliards, je crois, de mémoire, sur un an en termes de volume en fait, de transactions juste pour le e-commerce. Donc, de façon évidente, c'est un marché sur lequel il faut être commercialement. Et on a historiquement également commencé et développé notre track record avec les fintech, notamment là-bas. Donc on travaille aujourd'hui par exemple avec des boîtes comme TransferGo, Wise, Revolut, pour qui on fournit des services. Donc ce track record en fait de fintech au Royaume-Uni est très fort, sûrement dû en fait à la place de Londres historiquement dans la finance. Et donc avec ces boîtes de fintech pour lesquelles on propose des services, mais aussi le marché du e-commerce, historiquement, en fait, on processe énormément de transactions depuis le UK. Donc, c'est un marché qui est, pour nous, vraiment logique et sur lequel on se doit d'être, pour le coup. Et quelle typologie de fintech on va retrouver ? Parce que fintech, c'est très large. Ouais. Alors, essentiellement, en tout cas, nous, dans nos marchands aujourd'hui, de par les services qu'on propose, on travaille essentiellement, en fait, avec des fintechs qui font du transfert d'argent, des néobanques. C'est surtout, en fait, ce type de fintech avec lesquels on travaille. Bien sûr, il y a d'autres types. Il y a celles qui, comme nous, fournissent également des services à d'autres fintech ou à d'autres types de clientèle. Mais en tout cas, celles avec lesquelles on travaille, ce sont essentiellement, en fait, des néobanques ou celles qui font du transfert d'argent. Et comment la FCA se comporte, entre guillemets, vis-à-vis des fintechs ? Est-ce que c'est un régulateur qui va plutôt être proactif ? Alors, c'est un régulateur... en fait, la FCA, c'est un régulateur qui est, si je devais définir entre actif et passif, qui est plutôt passif, dans le sens où, quand on est régulé, finalement, au Royaume-Uni... on fournit ses solutions, on processe son activité, et il y a très peu de relations hyper régulières avec la FCA. À la différence d'autres régulateurs qu'on peut trouver en Europe aujourd'hui, la FCA, ils ont un système qui s'appelle la Sandbox, qui permet en fait aux nouvelles boîtes ou aux boîtes existantes de pouvoir tester en fait des innovations financières qu'ils peuvent développer et de les tester en fait avec des clients réels. Et en fait, ça, c'est un élément qui est hyper intéressant parce que ça veut dire que en tant que régulateur, même si son rôle premier, par définition, c'est de réguler et de contrôler, il y a cette notion d'accompagnateur en fait du business. Et ça, c'est un élément qui est intéressant. C'est pas régulé. Les activités qui sont effectuées dans cette sandbox sont en dehors du scope réglementaire, c'est ça ? Alors non, ce sont justement des activités qui doivent tomber dans le scope réglementaire, mais justement sur lesquelles la FCA peut également donner conseil en fait d'une certaine manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette partie finalement de facilitateur, voire d'accompagnateur sur le business pour aider justement les fintechs à se développer. Parfait, merci d'avoir fait ce petit zoom. Alors, on en parlait avant d'enregistrer, l'aventure de Checkout, elle est un peu particulière puisque il y a une équipe au tout départ qui a lancé l'activité. Il n'y a pas du tout eu, en tout cas au tout début, et puis je dirais dans la croissance de la boîte, d'investisseurs qui sont rentrés au capital. Est-ce que tu pourrais quand même nous raconter un petit peu les débuts et nous faire une rétrospective de cette aventure qui a commencé en 2012 ? Oui, exactement. La rétrospective, en fait, elle est assez simple. On a donc notre fondateur qui s'appelle Guillaume Pouzat a donc en effet créé Checkout en 2012, comme je l'ai dit, donc à Londres, au Royaume-Uni. À l'époque, en fait, c'est un lieu, en tout cas, l'incorporation de la boîte s'est faite justement en Angleterre, de par la place financière justement de Londres à l'époque. Donc ça a été vraiment très logique en fait pour lui de pouvoir incorporer la boîte là-bas. Le but dès le départ a été de faire de Checkout quelque chose de grand. Et je pense que c'est important de le préciser et de même passer un message à ceux qui vont t'écouter, c'est que quand on monte une boîte, qu'est-ce qu'on veut en fait ? Je prends souvent l'exemple de est-ce qu'on veut monter une boulangerie dans un village, avoir les 300 personnes en tant que clients et pouvoir rentrer chez soi, ou alors est-ce qu'on veut vraiment conquérir le monde, avoir des franchises un peu partout ? Donc il y avait une vision planétaire. Il y avait déjà une vision qui était en effet une vision grande et forte. D'accord. Et en fait, ça s'est vu dans tous les milestones en fait de la société de Checkout depuis 2012. C'est que il y a eu l'incorporation justement de la société. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Checkout n'était en l'occurrence entre guillemets que une passerelle de paiement. Ça, on y reviendra. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'était une passerelle de paiement. That's all.
Et le but a été de développer un produit, mais aussi développer la société d'un point de vue réglementaire, avec des nouvelles licences, que ce soit auprès des régulateurs ou auprès des réseaux de cartes, pour justement faire en sorte qu'il y ait une assise européenne dans un premier temps et internationale dans un second temps. Oui. Donc cette vision, en fait, elle a été vraiment très grande. Et donc les différents milestones dans l'histoire de la société, c'est essentiellement des acquisitions de licences réglementaires, les acquisitions, ce qu'on appelle donc de BIN, Bank Identifying Number, auprès des réseaux de cartes tels que Visa ou Mastercard par exemple. Donc tout ça, ça a été des milestones en fait vraiment importants au cours de la société, entre en gros 2012 jusqu'à il y a environ 2-3 ans, pour justement avoir des bases solides pour arriver à une société qui est partie en hypercroissance il y a maintenant 2 ans, qui correspond d'ailleurs au sujet de ton podcast, le scaling. Mais toutes ces milestones en fait ont été justement importantes, et puis bien entendu le développement même de la société avec des nouvelles personnes qui sont rentrées. Il y a encore 2-3 ans, il y avait, c'était même pas 300 personnes. Et là, vous êtes 1005. On est plus de 1500 maintenant dans le monde, dans 19 bureaux. Ouais. Incroyable. Alors justement, on parlait de scaling. Comment est-ce que, partant de cet embryon de société au tout départ, il y a presque 10 ans, comment est-ce que tu parviens à scaler aussi rapidement sans aller chercher des fonds ? Comment est-ce qu'il s'y est pris ? Toi, je ne sais pas en quelle année tu as rejoint exactement, mais j'imagine que c'était encore petit. Oui, j'ai rejoint. Alors, c'était pas petit. J'ai rejoint début 2019. Ok, oui. Donc ça avait déjà bien grandi. Ouais, ça avait déjà quand même bien grandi. J'ai rejoint, il y avait, c'est simple, on a fait, en termes de nombre de personnes, on a fait x2 sur les 2 années, enfin, sur chacune des 2 dernières années, on a fait x2. Ouais. Donc j'ai rejoint, il y avait un petit peu moins de 500 personnes. Je crois qu'on venait juste de passer la barre des 500. Et en termes de volume, il y avait déjà du monde. Et en termes de volume, alors on communique pas trop on communique pas trop sur les chiffres, désolé. Mais je pourrais te donner quelques hints, même sans donner des chiffres précis. Mais pareil, on a plus que triplé nos volumes depuis que je rejoins la société, en tout cas. Ouais. Et comment ça s'est passé ? Je reprends ma question parce qu'on est reparti sur autre chose. Mais comment tu fais ? Parce que en fait, quand tu vas chercher des licences, une licence par exemple en Europe, donc en France, on expliquera comment ça s'est passé pour l'ouverture de la France, mais donc tu as besoin quand même de fonds, de capitaux pour payer la substance, mettre en place toute cette gouvernance. Est-ce que vous êtes établissement de monnaie électronique, si je me trompe pas ? C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Donc, comment est-ce que vous parvenez, quand vous êtes parvenu dans le passé et avant que tu rejoignes, comment ça s'est passé pour justement pouvoir aussi rapidement aller s'incorporer un peu partout en Europe ? Alors, il y a un point intéressant dans ce que tu dis, c'est le aussi rapidement. Premièrement, il y a 2 écoles. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut faire quand on monte une boîte. Après, il y a 2 écoles. Soit tu vas chercher une croissance sur une base de rentabilité. Donc, tu veux créer un business rentable pour justement t'assurer une croissance pérenne. Soit justement, tu pars assez rapidement finalement sur des levées de fonds et tu ouvres ton capital. L'orientation de Guillaume à l'époque, ça a vraiment été de dire rentabilité. Très important de pouvoir être rentable justement pour construire en fait cette croissance pérenne. Et ce que tu as dit d'un point de vue rapidité, c'est intéressant parce que il y a peut-être justement ce sentiment, mais on parle de 2012, donc ça fait déjà mine de rien 10 ans quasiment que la boîte a été créée, et en fait finalement il y a eu 7 années de création, de développement du produit, de confirmation finalement du business, etc. auprès des marchands qu'à l'époque toute l'équipe est allée chercher petit à petit. Donc il y a vraiment eu une construction qui, même si elle est rapide dans le temps, a quand même été faite étape par étape. Et l'hypercroissance de Checkout, cette hypercroissance en fait, elle n'est réelle que depuis finalement milieu 2019 au final. Oui. Alors justement, la France, toi tu as rejoint pour ouvrir. C'est correct. C'est ça. La succursale française. Pour développer, parce que techniquement, c'était déjà ouvert. C'était déjà ouvert, d'accord, pour développer. Ouais. Alors, intéressant de savoir quand tu as rejoint, comment était l'écosystème en France et qu'est-ce que vous apportiez à cette époque-là de plus ou de différenciant par rapport à vos concurrents ? Oui. Alors, la France, c'est un marché sur lequel Checkout était déjà avant même d'avoir le bureau. Donc historiquement, en fait, on a Checkout a des clients en France comme VP, comme Honey, par exemple. Ce sont que des exemples, mais
ce sont des clients avec lesquels Checkout travaille déjà depuis avant même l'ouverture du bureau en France. L'ouverture du bureau en France, il s'est fait pour différentes raisons. Principale raison, un peu comme le Royaume-Uni, c'est un marché très important en Europe continentale, le premier ou le deuxième avec l'Allemagne, selon les chiffres qu'on regarde. Donc c'était pour le coup en fait très logique de pouvoir se retrouver sur le marché français, justement pour adresser ce marché en local. Par rapport à ça, il y avait aussi, mine de rien, un autre sujet qui était le Brexit, dont on a parlé pendant beaucoup d'années, accessoirement. Et ça a été justement assez logique, de par les activités qu'on avait déjà en France, de par la connaissance du marché français qu'il y avait dans la boîte, de venir aussi chercher une licence qui nous permettait d'adresser le marché européen, de venir chercher cette licence en France pour le coup. Donc c'est différentes raisons qui nous ont amenés à pas que ouvrir le bureau, mais en tout cas à vraiment renforcer les équipes sur place. Alors l'élément différenciant dont j'aimerais que tu parles, c'est le côté bundle de votre offre, puisque donc moi je traite le paiement j'ai traité le paiement sur mon podcast à de multiples reprises, et je dois reconnaître que quand j'ai commencé à me pencher sur la matière, je trouve que l'environnement du paiement est extrêmement complexe. Tu parlais des passerelles de paiement, mais il y a plein d'autres acteurs, notamment les acquéreurs, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire vraiment précisément, justement, en quoi votre offre est une offre clé en main, je dirais, et vraiment nous expliquer dans le processus du paiement, au niveau du transactionnel, où est-ce que vous vous situez dans cette chaîne de valeur ? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est justement aujourd'hui ce qui nous différencie, et là où on a notre valeur sur le marché. Comme tu dis, le paiement c'est complexe et du coup à la fois hyper intéressant. Ce que j'ai pour habitude de dire qu'en gros, il y a historiquement, en fait, il y a différents acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, Checkout au tout début, donc avant 2012, c'était une passerelle de paiement. Aujourd'hui, dans le paiement, tu vas retrouver donc ce qu'on appelle la passerelle de paiement, et je vais définir chacun des rôles, mais tu vas retrouver la passerelle de paiement, le processeur, l'acquéreur, et même dans certains cas, des fois, la société qui va t'aider à gérer tous tes aspects de fraude monitoring, par exemple. La passerelle de paiement, si je devais expliquer un peu tout ça à ma grand-mère, comme on dit, la passerelle de paiement, c'est en fait la solution qui va permettre à un site marchand de pouvoir afficher le formulaire dans lequel l'utilisateur final, le client final, va pouvoir rentrer ses informations de carte et faire en sorte que ces informations soient transmises de façon cryptée. Le processeur, c'est celui qui est directement connecté notamment soit au réseau de cartes, soit aux méthodes de paiement, soit à la méthode de paiement qui est acceptée par le site. Et l'acquéreur, c'est celui qui va recevoir l'argent pour le compte du marchand. D'accord. Voilà. Donc la banque, par exemple. Exactement, tout à fait. Historiquement, en France, en fait, c'est les banques qui proposent cette activité d'ailleurs. Et donc, par rapport à tout ça, donc historiquement, comme je disais, ce sont des sociétés différentes qui proposent en fait chacun de ces services. D'accord. La valeur ajoutée de Checkout aujourd'hui, et cet aspect bundle dont tu parles, alors on peut l'appeler bundle, one-stop shop, on l'appelle comme on veut, mais c'est justement le regroupement de cette chaîne de valeur et de faire en sorte que lorsqu'on propose en fait notre solution aux marchands, on a pour habitude de dire one single API, donc une API unique qui regroupe en fait ces différentes capacités derrière. Donc on propose à la fois la passerelle de paiement, l'acquisition des fonds et le processing des transactions, puisque nous sommes détenteurs des licences auprès des réseaux de cartes et nous sommes nous-mêmes processeurs. Et c'est à partir de là où on peut dérouler une petite pelote, parce que justement le fait d'être connecté en fait à ces processeurs nous permet d'avoir accès à beaucoup de données, et cette donnée en fait on va être dans la capacité de la redescendre, de la transmettre au marchand, et cette donnée va lui permettre de prendre des décisions
si un paiement, par exemple, est refusé, de savoir pourquoi ce paiement est refusé, etc. D'accord. Donc, ils vont pouvoir être beaucoup plus fins dans la gestion des cas frauduleux ou dans la gestion des problématiques de paiement pour pouvoir avoir des retours beaucoup plus ciblés auprès de leur clientèle. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. En gros, si tu veux, chaque réseau de cartes ou chaque banque a un code retour spécifique. Ouais. Pour un même message, ça va être un code retour différent selon le réseau ou selon la banque. Beaucoup d'acteurs, par souci de simplification pour leurs marchands, pour leurs clients, vont en fait simplifier ces codes retour. Donc ça va être différents codes retour ou différents types de messages selon les acteurs. Et du coup, en fait, celui qui propose la solution de paiement va simplifier tout ça en disant bon bah voilà, paiement refusé pour telle raison, mais la raison qui est donnée, ça va être celle qui est fournie par la solution de paiement. Oui. Et donc il y a une granularité en fait de l'information qui est perdue à ce moment-là. D'accord. Et qui pour le marchand aurait pu être intéressante parce que dans la nuance, on peut se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je propose en fait juste une autre méthode de paiement parce que finalement la personne n'avait juste pas l'argent sur cette carte-là, ou alors est-ce que très clairement je suis face à un cas frauduleux et il faut que je déclenche peut-être une authentification forte, ou alors est-ce que potentiellement il y a strictement rien à faire et c'est vraiment une vente perdue. Donc cette granularité en fait de la donnée, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et sur lequel on appuie vraiment, surtout lorsqu'on parle à nos marchands, parce que c'est ce qui permet derrière de gagner ce qu'on appelle des taux d'acceptation, donc de faire en sorte que au lieu qu'on ait 97% de transactions acceptées, on passe à des 98, 99 et en fait ces points de taux d'acceptation, en fait derrière c'est des points de chiffre d'affaires. Ah ouais, tout à fait. Et ça aujourd'hui on a plusieurs cas d'école avec des marchands, avec VP, avec Cheers en France par exemple, avec Wise à l'international, qui montrent que un point d'acceptation selon les boîtes c'est tant de chiffre d'affaires. D'accord, très intéressant. Tous les systèmes que vous avez développés sont propriétaires ? Oui, exactement. Et ça, c'est justement, c'est aussi quelque chose qui fait notre force. C'est une technologie en effet propriétaire. C'est très important parce que contrôler, maîtriser justement toute cette stack, toute cette chaîne de valeur, c'est pas juste pour avoir un discours commercial différent. Ouais. C'est que lorsque en fait, heureusement, mais lorsqu'on maîtrise justement en fait la technologie, ça permet plusieurs choses. C'est on s'affranchit d'intermédiaires, donc ça veut dire qu'on s'affranchit de potentiels problèmes qui peuvent survenir, qui sont pas sous notre contrôle. Si jamais il y a un problème, parce qu'il faut pas non plus se dire qu'il y en a jamais, mais si jamais il y a un problème, on est capable d'agir vite, on peut savoir exactement d'où ça vient, quelle est la brique qui est impactée, donc on peut réagir vraiment rapidement. Et puis ça a un autre avantage commercial pour le coup qui est quand même incontestable, c'est un impact sur le prix, parce que passer par des intermédiaires, chacun va venir prendre sa commission, c'est le principe même aussi du paiement, et regrouper cette chaîne de valeur, ça nous permet aussi d'être un peu plus compétitif sur la partie pricing. Top. Alors si on vous met dans la map des fintech internationales, vous êtes plutôt comme des Stripe ou Adyen. C'est exactement ça. Ouais. Ce sont nos concurrents qui sont ce qu'on peut appeler du coup vraiment concurrents directs et d'un point de vue, on va dire un peu technologique. Et la grande majorité des autres acteurs, ce sont des acteurs qui vont être soit juste sur des bouts de la chaîne. Exactement, sur des bouts de la chaîne, tout à fait. Dans les clients que tu citais, donc il y avait des marchands, mais vous travaillez aussi avec Shopify. Est-ce que Oui, et bien entendu. Quelle typologie de clients vous avez ? Alors, typologie de clients, pour répondre très précisément à ta question, on a toute typologie de clients. On travaille avec des marchands. Avec tout le monde. Non, vraiment, tout le monde, quasiment tout le monde, sauf ce qui est interdit, quoi, en gros. Interdit, voilà. Mais on travaille vraiment avec une grande typologie de marchands. On va avoir, si je prends le cas de la France, par exemple, on va avoir des marchands qui vendent des fleurs, qui vendent des téléphones, qui permettent de faire des paris en ligne. On a vraiment de tout. Donc tu parlais de One Single API. Est-ce qu'il n'y a pas des clients qui sont intéressés de faire du picking, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres types de solutions à intégrer avec la vôtre, ou est-ce qu'il y a une solution à la carte ? Vous faites aussi des solutions à la carte ? Alors aujourd'hui, c'est One Single API. D'accord. Donc c'est-à-dire que les marchands avec lesquels on travaille, ou les fintechs, ce sont en effet des sociétés qui vont prendre toute la stack de checkout. On n'offre pas encore la solution de pouvoir venir prendre seulement un bout de la chaîne. C'est quelque chose qu'on fait pas. Alors vous avez aussi une stratégie de croissance externe. Vous avez annoncé un rachat récemment d'une société qui s'appelle
J'en avais tagué une. Tu vas nous expliquer tout ça. Justement, alors si on regarde toutes les acquisitions que vous avez faites, comment vous les identifiez et quelle est la démarche derrière dans ces acquisitions ? Ce qui est important de voir justement dans ces acquisitions, c'est quelle est la valeur en fait de la société sur le marché, qu'est-ce qu'elle peut apporter à Checkout et de qui l'équipe est composée. C'est important, les équipes c'est très important. On a un peu justement parlé de... C'est pas la techno ? Si, bien sûr, évidemment, la techno, oui. Quand même, évidemment. Tu fais bien de me rattraper là-dessus. Mais on a un peu parlé justement de Process Out. Process Out, c'est un exemple hyper intéressant parce que Process Out, c'est une team de 12 personnes avec un mindset hyper tourné justement techno et business. Des gars et une fille très intelligents et intelligentes tous. Il y avait une fille sont dans combien ? Ils étaient 12. Ils étaient 50 et une fille. Non, 12 avec une nana. D'accord. Et du coup, la composition de l'équipe, en effet, était très importante. Process Out, c'est quoi ? À la base, c'est ce qu'on appelle du monitoring et du routing de transactions. Le produit permet à un marchand de monitorer ses transactions, de savoir exactement qu'est-ce qui passe, où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui ne passe pas. Et la partie routing permet justement, comme je disais tout à l'heure, de prendre une décision sur lorsque en fait on a un retour d'une transaction déclinée par exemple. Donc le routing va permettre de dire je vois que je sais pas, je paye moins cher par exemple avec une solution qui me fournit des services aux États-Unis, donc mes transactions américaines. Je préfère les router vers tel prestataire de service. Quand c'est une carte Mastercard, je m'aperçois que telle solution a de meilleurs taux d'acceptation. Donc le routing va permettre ça. Donc le rachat de Process Out, il a surtout été basé, bien entendu, sur leur technologie, sur la donnée qui est justement derrière cette technologie, parce que monitorer des transactions, ça permet aussi d'avoir beaucoup de données et savoir un peu ce qui se passe sur le marché. Et bien entendu, comme je disais tout à l'heure, l'équipe qui du coup, en nous rejoignant, une grande partie justement des équipes de Process Out fait maintenant partie de nos équipes, soit produits, soit stratégie, soit commerciale, pour aider à développer Checkout au niveau global. Et ils sont basés au UK ? Du coup, ça a été un petit peu éclaté. Il y en a qui sont avec nous en France, d'autres qui sont au UK, d'autres qui sont partis sur d'autres contrées, parce qu'on est dans 19 pays maintenant. Oui. Justement, alors j'allais parler un petit peu des intentions sur le marché US, qui est déjà un marché assez mature par rapport au marché européen. Quelle est votre envie vis-à-vis des États-Unis ? Est-ce que vous êtes déjà présent ? Oui, bien sûr, on est déjà présent aux États-Unis. On est justement en train de se renforcer là-bas depuis maintenant, on va dire, un peu moins d'un an. On est vraiment en phase de renforcement des équipes et surtout justement aux US. Mais c'est un marché sur lequel on était déjà présent. Et un peu d'ailleurs comme on l'a fait, on n'en a pas parlé, mais un peu comme on a fait en France en fait au départ. On accompagne aux États-Unis des marchands dans leur croissance internationale. On est par exemple très présent au Moyen-Orient, historiquement, Checkout, et on a des marchands français ou américains qu'on accompagne justement sur cette zone pour leur permettre justement d'avoir encore des meilleurs taux d'acceptation sur la zone. Donc historiquement... Ça veut dire quoi quand tu dis on les accompagne ? En gros, on propose nos services pour ces marchands au Moyen-Orient. D'accord. Donc la façon en fait dont on s'est implanté aux États-Unis, ça a été comme la France. Quand on est arrivé sur la France, les premiers marchands auxquels on a parlé, et les premiers marchands qu'on a signés depuis la France, parce qu'historiquement on en avait déjà, ce sont des marchands pour qui on a proposé nos services à l'international. D'accord. En disant, regardez, nous, Checkout, historiquement, on a le Royaume-Uni, on a le Moyen-Orient, on peut vous accompagner là-bas, on est très fort, on va vous le montrer, et on a commencé de cette façon-là. Et aux États-Unis, ça a également commencé de cette façon-là, et maintenant on est donc dans une phase plus, entre guillemets, domestique, où on est dans la capacité d'accompagner des marchands américains sur le sol américain. D'accord. Alors, je vais terminer sur la levée qui a été annoncée de 450 millions de dollars. Notamment avec le fonds Tiger. Oui. Et là, est-ce que c'était la première levée qui avait eu lieu ou pas ? Non, du tout. C'était pas la première levée. C'était la troisième en l'occurrence. Ok. Et ces levées, en fait, maintenant on a différents fonds avec nous. Et en fait, ces levées,
En gros, on voit, il y a beaucoup de montants, surtout dans la fintech. Il y a beaucoup de montants, ça, il faut pas se le cacher. Et en fait, je pense que le sujet et le point très important, c'est à quoi en fait sert tout cet argent. Alors ça sert à quoi ? Eh ben, je vais te répondre très simplement. Ça sert justement à développer notre croissance, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même si on a su le faire sur la base de notre rentabilité dès le départ, en phase d'hypercroissance, c'est très important de pouvoir avancer très rapidement. Et comme tu le disais très justement, aller chercher des licences réglementaires, aller chercher des nouveaux BIN dans différentes régions du monde avec les réseaux de cartes et autres, ça demande non seulement de l'argent, mais aussi ça demande un bas de bilan qui doit être fort. Oui. Et ces levées de fonds, elles nous permettent avant tout de prouver qu'on a les reins solides pour pouvoir justement s'étendre à l'international et puis bien entendu investir dans notre technologie, dans notre produit et recruter aussi du monde pour accompagner le développement. Parfait. Alors, dernière question, je termine toujours un peu sur ce type de question. Est-ce que vous êtes sollicité pour des paiements en crypto ? Est-ce que vous pouvez le proposer ? Alors, je vais faire un disclaimer. À mon niveau, je vois qu'en effet qu'il y a certaines sollicitations de marchands. Je dis à mon niveau parce que je peux pas répondre pour le groupe. Pour le groupe. Enfin, j'ai un peu moins de vision sur ce qui peut se passer à Singapour, par exemple, ou autre. Mais à mon niveau, je vois en effet qu'il y a un peu de sollicitation sur ce sujet. À aujourd'hui, on permet pas d'accepter des transactions en crypto. Ça veut pas dire que demain ce sera pas le cas, mais en tout cas aujourd'hui on ne permet pas. Mais voilà, c'est notre position tout simplement aujourd'hui. Alors la prochaine étape, c'est quoi ? C'est l'IPO ? La prochaine étape, c'est se concentrer sur notre expansion, notre produit, parce que on est quand même sur un marché qui est hyper compétitif, que ce soit en France ou à l'international. Donc, on doit se focuser vraiment sur, renforcer notre positionnement, se développer, et ça, c'est notre objectif, très clairement. Parfait. Écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup. T'es resté simple. J'avais un peu peur. Ah non, pas de souci. Qu'on tombe dans le détail. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme lecture ? Écoute, je vais recommander un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai prévu d'acheter avant la fin de la journée. C'est pas mal. Parce qu'il sort aujourd'hui. Ah, c'est quoi ? Ça s'appelle Le traître et le néant. J'ai vu ça hier. Alors, j'ai oublié le nom des auteurs, mais c'est un livre sur Emmanuel Macron. Ouais. Le traître, parce qu'on considère qu'il a pris François Hollande à l'époque en traîtrise. Et le néant, parce que selon les deux auteurs, en fait, il s'est strictement rien passé, selon eux, pendant son quinquennat. Donc le livre me paraît très intéressant et j'ai réfléchi parce que tu m'avais posé la question avant et je me suis dit qu'est-ce que je peux proposer. Je me suis dit je vais aller sur quelque chose que j'ai pas lu et si ceux qui t'écoutent du coup le lisent, ce sera intéressant d'avoir leur avis aussi. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à toi Solène. À bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.